Pecou est depuis le printemps dernier, est le nouveau président de la Bibliothèque nationale de France, BNF, comme on dit en abrégé. Gilles Pecou n'est pas un inconnu pour le public de l'Italie en direct, puisque nous avons déjà dans nos archives, dans notre catalogue, des interviews de lui. Et donc là, c'est avec grand plaisir que nous le retrouvons. Entre-temps, depuis la dernière fois qu'on l'avait eu sur notre site, il a été nommé ambassadeur à Vienne. Il a occupé ce poste pendant près de 3 ans. 4 ans. 4 ans, voilà. Et puis maintenant, il est donc de retour à Paris à la tête de la Bibliothèque nationale. Je ne vais pas vous refaire tout le parcours de son activité parce qu'il a eu plusieurs fonctions prestigieuses. Non seulement il a enseigné, entre autres à l'École normale supérieure et même en Italie, mais il a été aussi le recteur de l'Université de Paris, le recteur de l'Université de Nancy-Metz, je crois. Voilà, donc c'est un personnage bien connu. Et là, si nous avons le plaisir de le rencontrer aujourd'hui, c'est parce que il n'a, malgré toutes ses fonctions, toute son activité, il n'a jamais cessé de s'intéresser à l'Italie. Et l'Italie, dans une période bien précise, c'est-à-dire toute la période du Risorgimento, de la lutte pour l'indépendance italienne. Et le Risorgimento, d'ailleurs, le titre d'un de vos livres traduit en italien, le titre italien s'appelle, je crois, Il lungo Risorgimento. Oui. Voilà. Alors, pourquoi est-ce tellement long, le Risorgimento ? Je vous remercie de me donner l'occasion de parler de nouveau sur votre site et de vous parler. Et je vous remercie de cette question qui nous plonge au cœur de l'historiographie, l'histoire et les interprétations qu'on peut avoir du grand 19e siècle italien. Lungo Risorgimento, c'est une traduction, un titre qu'ont donné mes éditeurs italiens à un livre, une synthèse qui en français s'appelait « Naissance de l'Italie contemporaine ». Et je dois dire, en général, les auteurs sont toujours mécontents des titres qu'on leur impose. Et là, j'ai été très heureux, très satisfait de la façon dont les Italiens souhaitaient présenter ce travail. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce que j'essaie de montrer dans ce livre, qui n'est qu'une synthèse, c'est que le Risorgimento, le processus d'unification culturelle, politique, militaire, diplomatique de l'Italie, qui fait que à une nation correspond désormais un État, et à un État correspond un territoire, lui-même en évolution. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce processus était un processus qui devait être approché sur le long terme du XIXe siècle, voire même à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec notamment l'épisode de la Révolution française et de l'occupation française de la péninsule. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre des idées liées à la nation, liées à la souveraineté de la nation, à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, un certain nombre de ces idées sont nées de la période française, même si, paradoxalement, la période française a été évidemment une période de domination et de conquête. Et donc c'est en suivant de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, voire au début du XXe siècle, le processus de construction d'un État unitaire qui fasse correspondre, je le répète, une nation, un État et un territoire que j'ai essayé donc de retracer la jeunesse de l'Italie contemporaine. Voilà, alors dans vos recherches et la publication de livres, d'articles, de documents sur le Risorgimento italien, il y a quand même quelques personnages qui se détachent et sur lesquels vous êtes particulièrement concentré.
ou de personnages, on peut dire que vous les aimez. Il y en a un, c'est Cavour, Oui. le Premier ministre du royaume du Piémont, n'est-ce pas, Oui. qui est un des artisans principaux de l'unité Oui. italienne, mais il y a surtout la figure de Garibaldi. Alors, Garibaldi, on va vous demander, on va essayer de vous faire dire là ce que Garibaldi représente pour les Français, et historiquement et même aujourd'hui. Mais d'abord, pour vous, pourquoi cette passion pour Garibaldi? C'est un intérêt qui n'est pas très original d'une certaine façon et qui nous renvoie d'ailleurs à votre première question, c'est-à-dire que représente Garibaldi pour les Français. C'est la passion d'un historien de l'Italie pour un personnage qui, dès l'époque de sa vie, comme contemporain, a été lui-même un héros à la fois politique et populaire. Donc, s'intéresser à Garibaldi, c'est s'intéresser à la fabrique d'un grand personnage à son époque. Ça, c'est d'un point de vue, des mécanismes historiques. Mais sur le fond, on s'intéresse à Garibaldi parce que Garibaldi représente vraiment un très, très grand nombre, dans leur diversité, d'idéaux, d'actions et de combats qui résument à eux seuls le XIXe siècle dans son entier. Et pas seulement en Italie, et pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Donc s'intéresser à Garibaldi, c'est s'intéresser à un personnage quasiment mythique, légendaire, et c'est s'intéresser à un personnage qui, dans ce qu'il représente et dans ce qu'il a fait, illustre vraiment l'importance, la diversité je le répète, des combats, mais aussi des idéaux du XIXe siècle. Je suis, comme historien, 19e-iste. Je sais que cela peut paraître étrange de se qualifier comme chercheur, comme historien, à partir d'un siècle. Mais le XIXe siècle considère que c'est vraiment le siècle laboratoire de notre époque contemporaine. Une question très simple pour rafraîchir un peu la mémoire de nos ascoltateurs. Oui. Garibaldi, pas Garibaldi, Garibaldi était français ou était italien? Ah, ben c'est la question essentielle. Giuseppe ou c'était Joseph? Garibaldi, Giuseppe est né Joseph, puisqu'il est né à Nice à l'époque française. Oui. Il n'est pas le seul. Du reste, au début du XIXe siècle, à l'époque où la Savoie était, et Nice et le comté étaient français, en raison des guerres révolutionnaires et de la période napoléonienne. Mais à partir de 1815, Garibaldi est un petit garçon, Nice redevient, je ne dirais pas italienne, mais piémontaise. Nice, il avait 7 ans. Il avait 7 ans. Il redevient piémontaise, et c'est en 1860, comme nos auditeurs se le rappelleront, que Nice, de piémontaise, redevient française, ou devient française à l'issue d'un référendum qu'on appelle plébiscite dans la tradition politique italienne, de rattachement de Nice et de la Savoie à la France, pour des raisons en même temps qu'explique la diplomatie. Pourquoi? Parce qu'en 1860, pour obtenir pleinement le soutien de la France de Napoléon III, Cavour, que vous venez de citer, propose d'organiser un plébiscite de rattachement de Nice et la Savoie à la France. Ce plébiscite de rattachement donne une grande majorité, une très grande majorité au rattachement à la France, et voilà pourquoi Nice, la Nice de Garibaldi, redevient française, de même que la Savoie. Garibaldi en sera meurtri dans un premier temps. Il ne l'a jamais pardonné, et ses relations avec Cavour, qui n'ont pas été des relations toujours idylliques, s'expliquent aussi par cela. Oui. Il a eu aussi, Garibaldi,
des relations parfois difficiles avec une autre grande figure du Risorgimento, c'est-à-dire Giuseppe Mazzini. Exactement. Mazzini a été à la fois son éducateur, son premier professeur politique d'une certaine façon, et il s'est très vite dégagé de l'influence de Mazzini, du courant mazzinien. Et Garibaldi, par rapport à Mazzini, a aussi fait preuve d'une chose que l'on oublie parfois quand on définit Garibaldi comme le grand condottiere et le guerrier, l'aventurier, l'homme d'action. Garibaldi est aussi un pragmatique, un grand pragmatique, et il a un sens politique extrêmement important. Et à la différence de Mazzini, Garibaldi a très clairement compris qu'il fallait accepter la monarchie, le royaume de faire allégeance au royaume de Piémont-Sardaigne, parce que l'intérêt majeur, l'ambition supérieure, était de réaliser l'unité de l'Italie. Qui pouvait permettre de réaliser l'unité de l'Italie? C'est le royaume de Piémont-Sardaigne. C'est une chose que jamais Mazzini n'était prêt à accepter, et c'est ce qui est extrêmement présent dans l'imagerie du Risorgimento, lors du récit de la rencontre de Teano, dans le sud de l'Italie, après l'expédition des Mille, où Garibaldi rencontre le roi Victor Emmanuel et fait allégeance au roi Victor Emmanuel. Vous n'imaginez pas Mazzini faire la même chose. On a l'impression que la France n'aime pas beaucoup Garibaldi. Un exemple pratique, la seule statue qui existe à Paris, à Square Garibaldi, elle a été donnée par la Ligue franco-italienne en 1917. Et c'est un peu bizarre, quoi. Non, c'est à la fois, c'est évidemment vrai ce que vous dites, c'est à la fois intéressant, c'est à la fois vrai et, comment dire, cela mérite d'être nuancé, parce que s'il y a un pays en Europe qui a, alors avec l'Angleterre, nous y reviendrons, mais qui a marqué un grand intérêt pour Garibaldi, qui a intégré dans son panthéon Garibaldi, c'est la France. La France est le pays où il y a le plus grand nombre de rues dans des grandes et moyennes villes qui sont données à Garibaldi. Pas à Paris. Alors à Paris, il y en a une, mais il y a un boulevard qui est précocement donné. L'Assemblée nationale, la Chambre, des députés, en France, à la mort de Garibaldi, décide d'un deuil. Ce qui ne se fait pas, ce qui ne s'est fait pour aucun autre personnage. Garibaldi est très présent dans l'odonymie française. Alors, évidemment, cela traduit quoi? C'est un baromètre politique. Évidemment qu'une ville très conservatrice, une ville liée au monde, à la tutelle politique cléricale de l'ouest de la France, ne va pas baptiser une place ou une rue du nom de Garibaldi. Mais on a en France des régions de haute pression odonymique garibaldienne. Je m'explique. Il y a des endroits où vous vous promenez dans les villes petites et moyennes, voire des villages, et vous rencontrez étonnamment une rue Garibaldi. Le sud-est de la France, l'est de la France, notamment autour de Dijon et en raison de l'épopée garibaldienne à ce moment. Il y a eu récemment un boulevard Garibaldi. Un boulevard Garibaldi. Le sud-ouest aussi. Pourquoi le sud-ouest? Parce que là, cela s'est fait beaucoup plus tard, mais le sud-ouest a accueilli beaucoup d'émigrés italiens, comme vous le savez, antifascistes. Et je me rappelle très bien qu'en 2007, la dernière ville en France où on a inauguré un buste de Garibaldi, c'est Toulouse. Il y a j'avais rencontré un ancien combattant des brigades garibaldiennes d'Espagne, qui était chemise rouge, qui était à l'origine de cela. Au cimetière du Père-Lachaise à Paris, il y a, comme vous vous le rappelez, un carré des combattants étrangers, des volontaires. Le monument des Garibaldiens, il est imposant, il est fréquenté, et il est fréquenté par
des Italiens, certainement, des descendants de combattants garibaldiens, mais il est fréquenté aussi par des Français. Le cercle des Garibaldiens de la rue des Vinaigriers, cercle important, intéressant, de sociabilité, il est aussi un cercle qui attire l'attention des milieux progressistes français. Donc, Garibaldi est présent en France, mais il est présent en France depuis la Troisième République, dans les milieux qui lui sont politiquement et idéologiquement favorables, outre le fait que Garibaldi a bénéficié, comme vecteur de popularité, de notoriété et même de médiatisation, de grandes plumes françaises, comme vous le savez. Alexandre Dumas, Victor Hugo, vous me parliez très justement du monument, vous avez raison, du monument de Garibaldi ici, à Rome. Lorsque la Ligue franco-italienne a voulu offrir un monument, elle l'a offert à Victor Hugo. C'est un beau monument de 1905 qui est à Villa Borghese. Mais de façon extrêmement intéressante, c'est votre question qui m'y fait songer, ce monument à Victor Hugo, qui est un très beau monument, donc le poète français, eh bien, que voit-on sur le piédestal du monument? On lit un extrait du discours du 18 juin 1860 de Garibaldi en l'honneur des 1000 de Marsala. Donc c'est une espèce de jeu de correspondance qui fait qu'on offre un monument aux Italiens en donnant le plus grand poète, considéré comme le plus grand poète et écrivain français, surtout encore au début du XXe siècle. Simplement, on prend bien garde, cet écrivain, eh bien, on fait en sorte qu'il transporte comme message un message qui concerne Garibaldi. Donc c'est vraiment un jeu de réciprocité. C'était parmi les grands admirateurs français de Garibaldi, il y a naturellement Victor Hugo, oui, qui a même prononcé un discours mémorable après la guerre de 1870. Ah mais bien sûr, à la Chambre. À la Chambre. Vous avez raison. Victor Hugo n'a jamais rencontré Garibaldi. Voilà un vrai sujet de roman. La rencontre manquée entre les deux. Victor Hugo avait même préparé une chambre pour Garibaldi dans sa maison d'exil des îles anglo-normandes. Il y avait une chambre, elle est meublée, la chambre de Garibaldi. Donc Victor Hugo, en outre, rêvait d'une chose, écrire la biographie de Garibaldi. Il ne l'a pas fait. Ça fait partie des chefs-d'œuvre manqués. Il ne l'a jamais rencontré, il n'a jamais écrit cette biographie, mais il a eu une correspondance avec Garibaldi et surtout, comme vous venez de le rappeler, il a contribué par ses discours, par son écriture, à l'édification, en quelque sorte, d'une statue publique de Garibaldi en France. Il l'a fait à travers des grands discours, le grand discours du 18 juin 1860 sur Marsala, sur les 1000 de Marsala, très beau discours. Il l'a fait même à travers sa poésie. Un poème très peu connu, mais un immense poème de plus de 500 vers qui s'appelle Mentana, ou la voix de Mentana. Il a écrit en 1867 à chaud pour défendre Garibaldi qui vient d'être assailli par les troupes françaises à Mentana. Les chasse-ponts ont fait merveille. Et alors, on va dire, Victor Hugo le fait parce que c'est une façon pour lui de guerroyer contre Napoléon III. Peut-être, mais il le fait d'abord parce qu'il veut porter, exalter la figure de Garibaldi, victime du despotisme français. Et puis il y a ce fameux discours à l'Assemblée de Bordeaux, lorsque Garibaldi est élu, après 1870, député français, et son élection est invalidée. Il est élu à plusieurs endroits, dont même la circonscription d'Algérie. Son élection est invalidée, et il est même ardemment, vigoureusement critiqué par
toute la droite catholique ultra-conservatrice, qui considère que Garibaldi est l'ennemi de la religion et l'ennemi de tout ce qu'il représente, notamment critiqué par le vicomte de Lorgeril, qui dit Garibaldi n'est qu'un comparse de comédie, ce qui veut dire une doublure. En fait, n'a pas vraiment gagné de grandes batailles. Et Victor Hugo le défendra et démissionne en mars 1871, si mes souvenirs sont bons, démissionne de l'Assemblée pour protester contre l'invalidation de Garibaldi. Donc, vous avez raison, Victor Hugo a été l'un des grands porte-parole, d'une certaine façon, de la geste héroïque de Garibaldi en France. C'était un peu une exception, Victor Hugo, parce que dans les milieux politiques et dans les milieux, disons, bourgeois, aristocratiques, Garibaldi n'était pas du tout populaire, non, mais en revanche, vous avez raison, oui. Dans les milieux populaires, au XIXe oui. siècle, il y a une lettre dans laquelle George Sand raconte dans une ferme de la France profonde. Voilà, je vous laisse. Non, mais vous avez tout dit, et c'est un épisode extraordinaire. George Sand, dans un voyage chez des paysans, des chaumières du centre de la France, note que sur la cheminée, il y a le portrait de Garibaldi comme il y a le portrait de la Sainte Trinité, en quelque sorte. Donc Garibaldi est objet de culte populaire. Et c'est vrai, Garibaldi est un personnage populaire, et est un personnage populaire dans donc les milieux les plus modestes. Alors on peut se demander comment et pourquoi. Est transporté, je le répète, par tous les milieux républicains, tous les milieux progressistes, tous les milieux libéraux. Et puis, pour une autre très simple raison, c'est que Garibaldi représente vraiment une forme d'héroïsme romantique propre au XIXe siècle et à l'esprit de 1848, parce qu'il a combattu partout. Et le Garibaldi présent en France, c'est à la fois le Garibaldi défenseur de l'unité italienne contre ceux qui oppriment ce pays, mais c'est aussi le Garibaldi héros des deux mondes qui a combattu en Amérique du Sud, qui a vécu en exil aux États-Unis et qui représente un peu le volontariat politique et militaire international. Pendant un certain moment, une longue période, Garibaldi a été un peu oublié par les jeunes. Oui. Je me rappelle les jeunes des années en Italie, oui. Des années 60, 70. Pour eux, les héros, c'était Che Guevara. Et ben voilà. Ils ont Garibaldi à la maison. Vous venez de résumer l'équation, c'est que c'est le Che Guevara aussi, simplement l'actualité primée. Et donc, c'était le héros de l'actualité de l'internationalisme de cette époque, en effet, c'était Che Guevara. Ce que je veux simplement dire, c'est, pour revenir aussi aux Français, c'est que les écrivains français et les hommes politiques et femmes écrivaines françaises ont joué un rôle important aussi dans la diffusion de l'image du Garibaldi héros international, du Che Guevara avant l'heure. C'est en effet dès 1850 qu'Alexandre Dumas publie un de ses premiers livres sur Garibaldi, qui est sur le siège de Montevideo. Garibaldi, Montevideo ou la Nouvelle Troie, où il illustre, 1850, c'est quand même, comment dire, c'est précoce, hein, il illustre, il montre au public français, le livre est publié chez un éditeur, diffusé, Napoléon Schex, et il montre au public français la figure d'un défenseur des peuples en Uruguay, qui se bat contre le dictateur argentin Rosas, et donc c'est la première apparition de Garibaldi, personnage collectif avec ses volontaires combattant contre l'oppression. C'est intéressant parce que Dumas, avant même l'expédition des Mille,
est à l'origine, pour le public français, pour le lectorat français, de cette image que vous rappeliez opportunément. C'est que parce qu'il avait effectivement, il correspondait un peu à ce mythe du personnage qui est mi-héros et mi-brigand, n'est-ce pas? Mais oui, aventurier. Voilà. Aventurier, condottière, aventurier. Sauf que il correspond à cette image, mais il est bien moins aventurier qu'on ne dit. Il a des projets politiques. Il a une épaisseur politique. Il a une épaisseur politique et parfois une véritable action pragmatique qui fait que il est capable d'accepter un certain nombre de concessions à condition de les subordonner à une ambition supérieure. Et l'ambition supérieure de Garibaldi, quand même, c'est très clair, c'est l'unité du territoire italien, il n'est pas le seul, et notamment Rome capitale. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à 2 reprises, Garibaldi est arrêté dans l'Aspromonte, par les Piémontais, enfin par les Italiens, qui ne souhaitent pas qu'on conquiert aussi vite Rome, parce qu'il y a un processus graduel diplomatique qu'avait prévu Garibaldi avant de mourir pour retrouver Rome capitale. Et puis évidemment, la deuxième fois où il est arrêté net, c'est par les Français à Mentana. Alors là, lorsque, je le répète, selon la formule consacrée et malheureuse, les chasse-peaux ont fait merveille. C'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Garibaldi a été un grand précurseur de l'européisme? C'est une ces temps tristes, il faut se le rappeler, ça. Oui, c'est une question intéressante. Moi, je pense qu'on a le droit, même si cela est anachronique, de considérer qu'il y a dans tout ce que porte Garibaldi une vision de l'Europe. Quelle Europe? Une vision de l'Europe des peuples qui combattent pour leur indépendance, pour le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Comment le voit-on? On le voit à travers le fait qu'il y a des Garibaldiens tout au long du XIXe siècle, enfin à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, il y a des Garibaldiens partout où il y a des combats d'émancipation nationale. Les Garibaldiens vont en Grèce, ils vont en Crète, Garibaldi le souhaite. Les Garibaldiens et les enfants de Garibaldi, la famille garibaldienne au sens propre comme au sens figuré, et de tous les combats héritiers, d'une certaine façon, des grands principes de la Révolution française et des principes qui ont fait le Risorgimento, c'est-à-dire combattre pour la libération des peuples, pour l'adéquation entre une nation et un État. Il y a des Garibaldiens, je le disais tout à l'heure, en Grèce, en Crète dans les années 1860, et surtout, il y aura cette épopée extraordinaire, pas très connue, mais vraiment extraordinaire, des enfants de Garibaldi, et notamment du fils de Garibaldi, Ricciotti Garibaldi, en 1897, en Grèce, où les chemises rouges vont combattre avec le roi de Grèce, qui est pourtant pas, qui ne partage pourtant pas tant d'idéaux que cela avec les Garibaldiens, mais ils vont combattre avec le roi de Grèce pour libérer Crète, la Thessalie et l'Épire de l'Empire ottoman. En 1897, les chemises rouges de Garibaldi sont sur le sol grec. Et il mène une bataille extrêmement importante, Ricciotti, le fils de Garibaldi, à Domokos notamment. Ils seront ensuite présents en France au début de la Première Guerre mondiale aussi, avec cette idée qu'on combat pour un pays qui a légué des idéaux, les idéaux de la Révolution française, qui ont nourri le Risorgimento, et donc en échange, on va combattre pour la France contre l'Allemagne et contre l'Autriche, avant même, comme vous le savez, avant même que l'Italie n'ait rompu son pacte avec l'Autriche et soit sortie de la neutralité. Alors, maintenant, vous continuez donc à vous intéresser, soit à titre personnel, soit dans vos travaux, vous vous intéressez à Garibaldi et plus largement au Risorgimento italien, au XIXe siècle en Italie. Mais donc là, vous venez
d'être, il y a quelques mois, vous venez d'être nommé président de la Bibliothèque nationale de France, et là, vous avez maintenant à votre disposition tout ce que vous voulez pour poursuivre vos études. Combien de volumes? Non, je n'ai rien à ma disposition. Je suis au service d'une bibliothèque qui a 40 millions de documents, la deuxième ou la troisième bibliothèque du monde, et qui recèle en effet grande diversité de matériaux, de trésors. Ce que je voudrais vous dire, d'abord, c'est que ce que j'ai découvert ou redécouvert en venant à la bibliothèque, où j'ai travaillé, comme nous tous, à un moment ou à un autre, ce que j'ai redécouvert, ou découvert même, c'est l'importance des fonds italiens à la Bibliothèque nationale. Quand on travaille sur le 19e siècle italien, on sait qu'il y a en Europe une bibliothèque où on peut trouver, en dehors de l'Italie, tout ce qu'on veut sur l'Italie du Risorgimento, c'est la British Library, pour une raison très simple et historique, c'est que le fondateur au XIXe siècle, le réorganisateur de la British Library, est un émigré politique italien, un patriote Panizzi, et donc il a ramené tout ce qu'il trouvait là. Donc moi, je pensais cela, j'ai travaillé à la Bibliothèque nationale ici pour des tas de raisons, mais je travaillais soit en Italie, soit à la British. En arrivant ici, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de fonds italiens que je n'avais pas identifiés quand j'étais jeune pour ma thèse. Et je les vois chaque jour parce que les conservateurs me les montrent et parce que, non pas parce que je profite du fait que je sois à la tête de la bibliothèque pour poursuivre mes travaux, je dois dire même que c'est le contraire. Pour l'instant, je ne fais rien d'autre que m'occuper de notre bibliothèque, mais je m'aperçois de cela, je m'aperçois en visitant notre dépôt légal, qu'on a par exemple, en visitant nos dépôts, qu'on a par exemple une collection de numéros originaux de la revue du journal important de d'Azeglio et Cavour et Risorgimento. Je ne le savais pas. Alors j'aurais pu, en regardant, on trouve toujours. Enfin, tout cela pour dire que, premier constat, la Bibliothèque nationale de France est un lieu de recherche important sur l'Italie, et notamment sur l'Italie du XIXe siècle. Je le dis en l'ayant. Deuxième constat, lié à celui-ci, on trouve sans cesse des choses inédites. Et en arrivant, deux conservateurs, la directrice du département des estampes et des photographies, Madame Aubenas, et un autre conservateur, manuscrit, M. Vial, m'ont apporté un texte qu'ils étaient en train d'éditer, qui n'est rien d'autre qu'un texte inédit du jeune Locroix, qui part avec Alexandre Dumas en 1860 rejoindre Garibaldi. Et le texte vient d'être édité, je vous en ferai parvenir copie, et il vient d'être publié. Alors j'ai fait une introduction, mais le travail avait déjà été fait par mes collègues, et c'est un inédit. Personne ne savait. Pourquoi vous dis-je cela? Parce qu'on trouve chaque jour et c'est un inédit français, mais qui parle de l'Italie, qui parle de l'expédition de Garibaldi. Donc ça, c'est une première chose, il y a des fonds importants sur l'Italie. Le deuxième constat, c'est qu'il y a, de toute façon, au-delà même du XIXe siècle, des relations étroites entre nos collections et la péninsule et le monde artistique, scientifique et littéraire de la péninsule. J'en prends pour exemple un événement que n'a pas pu passer inaperçu de vous, c'est la grande exposition l'an dernier qui a été consacrée à la Renaissance. La grande exposition qui a été consacrée à la Renaissance, qui a été d'ailleurs, dont l'un des maîtres d'œuvre est un de nos collègues chercheurs d'origine italienne, professeur Gennaro Toscano, eh bien, la grande exposition sur la Renaissance, c'est une exposition qui, de fait, comment pourrait-il en être autrement, donne une grande place à l'Italie. Donc, l'Italie est présente dans nos collections. Maintenant, l'Italie doit être aussi présente dans notre action internationale de coopération. Et là, j'y travaille de façon, avec mes collègues et collaborateurs, de façon très active. Nous souhaitons, et
nous allons très prochainement pouvoir réaliser cela. Nous souhaitons conclure des accords avec les bibliothèques nationales centrales italiennes. Alors, on m'avait dit, mais il n'y a pas de symétrique parce qu'il n'y a pas une seule bibliothèque nationale. Il n'y en a pas une seule, mais il y en a deux, c'est encore mieux. Il y a celle de Florence et celle de Rome. Elles sont extraordinaires et je vais rencontrer les directeurs pour que nous puissions conclure des conventions de partenariat qui se traduiront comment? Qui se traduiront, je l'espère, par des échanges professionnels de bibliothécaires, par des programmes de numérisation partagés, par des initiatives bilatérales, expositions, conférences. Alors, évidemment, ne le fait pas simplement parce que l'Italie est un territoire d'études et d'affection historique et littéraire, mais je le fais parce que l'Italie est quand même un grand pays de bibliothèques. Donc, nous le ferons aussi avec la Bibliothèque du Vatican également, qui, bien qu'en exterritorialité, est tout de même sur le territoire de la péninsule. Donc cela, quand j'ai été l'un des 3 rédacteurs nommés par le président de la République et le président du Conseil d'alors en Italie, un des 3 rédacteurs du traité du Quirinal. Le traité franco-italien du Quirinal prévoit des coopérations culturelles et scientifiques entre institutions. À l'époque, nous n'étions pas encore prêts pour faire cela entre nos grandes bibliothèques, mais dans le sillage de ce qui avait été évoqué à ce moment, on va développer les relations entre les bibliothèques. Alors, peut-être une dernière question, mais pour en quelque sorte concilier votre passion, votre intérêt personnel pour l'Italie et pour Garibaldi et le Risorgimento, et avec vos fonctions de président de la Bibliothèque nationale de France, vous avez certainement des projets, oui. Mais entre ces projets, est-ce qu'il n'y en aurait pas un d'organiser une exposition sur le Risorgimento et sur Garibaldi, avec tous les documents dont la bibliothèque dispose? Faire quelque chose sur, en effet, le Risorgimento vu de France, grâce à la Bibliothèque nationale, voilà un beau projet que je vais immédiatement communiquer à nos conservateurs. Nous verrons, parce que nous avons beaucoup déjà de projets, y compris d'expositions, que grâce au programme qui avait déjà été établi par mon prédécesseur, nous allons exécuter. Mais enfin, rien ne nous empêche de prévoir et de programmer. La question que je vous pose à vous, qui connaissez bien le public franco-italien, c'est savoir si vous pensez qu'il y a place pour une telle initiative à Paris, si ça, à part un public déjà choisi qui s'intéresse à l'histoire, est-ce que cela peut intéresser de façon plus globale les descendants ou la communauté franco-italienne actuelle? S'il y a Garibaldi, oui. Vous avez raison. S'il y a Garibaldi à l'affiche, oui. Oui. Eh bien, écoutez, non. Évidemment que j'aimerais bien. Ça va de soi. Il faut qu'on y songe. Il faut déjà savoir vraiment tout ce qu'il y a. Toutes les expositions qui ont lieu à la Bibliothèque nationale, et il y en a, aussi bien ici, sur le site Richelieu, site historique, que sur le site moderne François Mitterrand, dans le 13e arrondissement, toutes ces expositions ont toujours comme point de départ les fonds et les collections de la bibliothèque. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est la richesse ce qui ne nous empêche pas d'avoir des documents qui viennent d'ailleurs, heureusement. Et une grande exposition sur l'Italie contemporaine du 19e siècle, du Risorgimento vu à travers nos sources, ça serait intéressant, et il y a longtemps qu'il n'y en a pas eu en France, en tout cas. Donc, on attend. Eh bien, nous allons y réfléchir grâce à votre proposition. Monsieur Pécou, nous vous remercions pour cet entretien qui a été très intéressant et même, j'ajoute, par certains côtés passionnant. Hein. Merci. Donc, nous vous souhaitons
tout le meilleur de tout pour vos activités à la tête de la Bibliothèque nationale de France et nous espérons vous revoir justement à l'occasion de quelque initiative, de quelque exposition. Voilà. Et merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et je souhaite, quant à moi, à la tête de la Bibliothèque nationale, accueillir le plus grand nombre possible de vos auditeurs comme lecteurs ou comme visiteurs. Merci beaucoup.